Salut, bonjour à tous. Une minute après 7 heures partout au Bénin, dans ce studio, François Médecin de Canal 3 Bénin. Merci de vous réveiller avec nous sur Canal 3 et canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus sur Actu Matin, votre matinale. L'équipe est évidemment en place, à commencer par Wahab Ali Para, qui est déjà installé. Bonjour Wahab. Bonjour Christian, bonjour à tous. On va vous retrouver dans un instant pour les gros titres de la presse, comme tous les matins d'ailleurs, dans cette émission. Et puis au sommaire, ce mercredi, le verdict du procès de 2 hommes accusés d'avoir assassiné Gracia Prunel, la fillette de 7 ans, le 3 février 2020 à Cotonou. Le tribunal condamne le principal accusé à la réclusion criminelle à perpétuité et à une amende de 30 millions de francs CFA. C'est une sanction exemplaire, apprécie ce matin le chroniqueur que nous allons retrouver dans moins de 15 minutes après les unes des journaux pour nous livrer son opinion sur ce verdict. On va d'ailleurs y revenir dans nos débats de ce matin avec en plateau ce même Moïse Dosoumou et puis Herman Parfait Agnamboussou au téléphone. On recevra Hakime Ousseini. Après l'annonce par le gouvernement d'un plan de soutien aux entreprises, aux artisans et aux ménages, un plan adopté en Conseil des ministres mercredi dernier et détaillé il y a quelques jours, nous donnerons la parole en plateau aux associations de défense des consommateurs. Robin Akombessi est le président de l'association La Voix des consommateurs. Il est l'invité du forum. Son commentaire sur les choix du gouvernement dans ce dossier à suivre à partir de 8h05. Nous verrons aussi du côté des acteurs économiques, chefs d'entreprise réunis au sein du Conseil national du patronat du Bénin, l'impact qu'aura l'appui du gouvernement au profit du secteur privé. Clément Tchadé reçoit dans la deuxième partie de votre matinale Clovis Agossou. Il est le trésorier général adjoint du CNP Bénin. Merci à tous d'être avec nous. N'oubliez pas, le dernier rendez-vous de votre matinale, ce sera la revue de presse avec Assiongbo Kanya Assiongbo qui se prépare déjà. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. La pandémie du coronavirus encore et toujours au devant de l'actualité internationale et surtout nationale. Nous irons tout à l'heure à la découverte des gros titres de la presse. C'est avec vous, Wahab Ali Para. Oui, bonjour Christian et bonjour à tous. Il y a dans la presse nationale ce matin les capacités de nuisance du coronavirus. On va commencer par fraternité, dépistage et désinfection de l'hémicycle, respecter les gestes barrières ou périr. Le mal n'épargne aucune catégorie sociale, précise le journal. La menace de désertification dans le nord Bénin, Dr Bio Oruniki donne l'alerte et fait des recommandations. Il faut attendre des mesures préventives et soutenues. Crime économique et de sang, un ancien cadre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche condamné à 10 ans de prison pour détournement. Et puis Alphonse Honsinou écope de 20 ans de prison pour assassinat. Accident de circulation d'un bus de transport en commun à Dassa-Zoumen, 2 morts et plusieurs blessés graves. Riposte contre le coronavirus, la France renforce son soutien au secteur éducatif béninois. Sanction exemplaire, c'est le titre de la chronique signée Moïse Dosoumou. Moïse Dosoumou ce matin qui fait référence à la sentence du tribunal de Cotonou à l'endroit des assassins de la petite Gracia, âgée tout simplement de 7 ans. À la une maintenant de La Nation, montée inquiétante des cas de contamination au coronavirus. Vigilance, s'exclame ce matin le quotidien de service public. Stratégie de lutte contre le VIH, l'approche communautaire de prise en charge en validation.
L'opinion aujourd'hui, accroissement vertigineux des cas de contamination du coronavirus au Bénin. Le pic est à craindre si l'on ne prend pas garde. Le respect strict des mesures barrières n'est pas facultatif. Mesures gouvernementales de relance de l'économie nationale suite aux effets néfastes du coronavirus. Très satisfaite, la CONEB approuve et suggère. Le meilleur soutien aux actions du régime de la rupture, lien national porté sur les fonds baptismaux, suscite un deuxième mandat pour le chef de l'État. Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou corse les mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus. L'informateur, lancement du programme spécial pour l'insertion dans l'emploi, 100% des salaires à payer par l'État. Baccalauréat, session de juillet 2020, Éléonore Yahi, en charge de l'enseignement supérieur, et Manuel Kakpo de l'enseignement secondaire, s'assurent des préparatifs. Et puis Covid-19, après la mort de l'honorable Démolé Moko, le Parlement désinfecté, un député positif, selon l'informateur. Jackpata, recrutement de 8000 jeunes diplômés, projet PSI, talon amorce la courbe descendante du chômage au Bénin. Riposte contre le coronavirus à l'Assemblée nationale, les mesures de sécurité renforcées au Parlement. Le matin, lutte contre le grand banditisme à Porto-Novo, un réseau de vols et de recel de motos démantelé. Parlement, lutte contre le coronavirus, tous les députés invités à se faire dépister. Soleil levant à présent, commune de Soava, plusieurs chefs d'arrondissement renvoyés à leur mission par le maire et ses adjoints. Blaise Gomenou entame sa mandature à l'arrondissement central, Janvier Avossetien à la tête de Granvier 1 et Ketapol Lokosu pour conduire Granvier. De accident de circulation à Dassa Zoumé, 2 morts et 23 blessés. La presse du jour, programme présidentiel d'insertion des jeunes dans l'emploi. 8000 jeunes professionnels sortent du chômage d'ici 2024. Berge maritime de Togbin, le gouvernement enclenche les opérations de libération. La cloche, lancement du programme spécial pour l'insertion dans l'emploi, 8000 jeunes diplômés recrutés dans 5 ans. Stratégie nationale de sécurité numérique, le gouvernement outille les premiers acteurs avant la phase de mise en œuvre. Le potentiel Covid-19 au Bénin, le Parlement, foyer de l'épidémie, des soupçons à lever. Installation de CIA hier à Lalo, Bertin Mbouké prend fonction à la tête de Sommet. Le challenge, cascade de mesures présidentielles, cascade de mesures du président Patrice Talon après les 74 milliards de francs CFA pour le coronavirus. Voici 38 milliards pour la jeunesse. Abomey Calavi, axe Aconville et fin pavé à Ifa. Un piège se prépare pour le maire à Huanjinou. Destruction totale de la voie par les gros porteurs. Le matinal, décès du député Alidou Démolé Moko à l'hôpital de zone d'Alada, l'Assemblée nationale dans la tourmente. Programme présidentiel d'insertion des jeunes dans l'emploi, les 48 métiers éligibles. À retrouver donc dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Les 4 vérités, la presse au Bénin, la Maison des médias lance la deuxième compilation de 10 dossiers d'enquête journalistique pour l'unité et le développement de la ville capitale. Le patriarche Karim Da Silva et le président Désiré Kitoyi désormais main dans la main pour le redressement de la ville capitale. Coronavirus, nous sommes maintenant avec Bénin Intelligent. Coronavirus, l'Assemblée nationale prend garde. Le Bénin au-delà de 500 cas
positif. Lynchage des statues liées à l'esclavage. Détruire les monuments ne fait pas disparaître l'histoire. Selon l'historien Jérôme Aladaye, lancement du PSI, l'employabilité de 2000 jeunes garantie. Info plus, Basile Chibozo sur l'an 1 de la mandature de la HAC. Nos problèmes n'ont pas véritablement changé. Décentralisation, un Agoué nouveau avec Rosine Chantal Roméo. Carte sur table. Point de préparatif du baccalauréat session de juillet 2020. Éléonore Yayi et Maounio Kakpo expriment leur satisfaction du niveau d'organisation. Leur gratitude également à l'endroit du président Patrice Talon pour avoir mis les moyens à temps, pour avoir rendu disponibles les moyens à temps. Et puis insécurité à Bazumpa, des boutiques dévalisées et des motos arrachées par les hors-la-loi. Le commissariat du PK14 interpellé. La relève info pour finir. Nigeria soutient du Bénin à la candidature au poste de l'Organisation mondiale du commerce. Les yeux doux du président Patrice Talon à Boari après les communales de 2020. C'est Cloca reconnaissant vis-à-vis de ses électeurs du 12e arrondissement. Et puis mesures sociales du gouvernement, Albin Pelliro admiratif. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce mercredi matin avec Fraternité qui insiste sur le respect des gestes barrières, aussi bien à l'Assemblée nationale que sur toute l'étendue du territoire national. Et voilà, c'est ce qu'on peut retenir donc de l'actualité nationale, dominée une fois encore ce matin par la pandémie du coronavirus. On rappelle que le nombre de cas contaminés continue de grimper en République du Bénin. On vient de passer la barre de 500 cas contaminés. Nous sommes aujourd'hui à 532 personnes infectées. Nous y reviendrons tout à l'heure dans nos discussions en plateau avec Moïse Dosoumou et Herman Agnamboussou. Au téléphone, on aura Akime Seydou Séni et Moïse Dosoumou, justement, qui revient sur le verdict du tribunal de Cotonou qui a fini par condamner l'assassin de la petite Gracia Prunel. On se rappelle qu'elle avait été froidement battue par des individus. C'était au mois de février dernier. L'auteur du crime martial écope donc d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité et est condamné à payer une amende de 30 millions de francs CFA. C'est une sanction exemplaire, nous dira dans un instant Moïse Dosoumou dans son opinion du jour. Mais avant, nous vous présentons les titres du mini-journal. Dans le mini-journal, les images de la séance de dialogue sur le secteur de l'eau à Cotonou. C'est une évaluation citoyenne des prestations de services publics de l'État dans les secteurs de l'eau, l'énergie et la justice. Les informations collectées dans le cadre du projet d'appui à la gestion des investissements publics et la gouvernance feront l'objet d'échanges et de validations. Nous vous proposons depuis l'installation des conseils communaux le portrait des nouveaux maires après Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Parakou. Eh bien, nous irons ce matin faire la connaissance du maire de la commune de Djougou. Vous verrez avec Tanguy Agoyi le parcours de Malik Seibou Gomina, désigné maire par son parti, le Bloc républicain, il y a quelques jours. Restez avec nous sur Canal 3 et Actu Matin. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Le titre de la chronique du jour, sanction exemplaire. De quoi s'agit-il? Nous sommes avec vous, Moïse Dosoumou. Bonjour. Bonjour Christian. Madame, monsieur, bonjour. Elle n'a vécu que quelques petites années sur Terre. Mais pour ces assassins, à 7 ans, elle était déjà assez grande pour mourir. À la quête d'un savant de chance, ils ont jeté leur dévolu sur une innocente. Au seuil de la vie, elle a été brutalement arrachée à l'affection des siens. Ses parents et proches inconsolables continueront de pleurer la mort de leur fille. Les assassins
n'ayant pu attenter à la vie d'une adulte, fille de joie, cible désignée au départ, ont décidé d'accomplir leur funeste dessein sur une enfant naïve et sans défense. Les faits qui se sont déroulés à Cotonou en février dernier ont jeté de l'émoi dans les cœurs. Et sans même attendre la justice, la société a spontanément condamné cet acte crapuleux. Fort heureusement, de fil en aiguille, les services judiciaires ont pu mettre la main sur les présumés coupables. C'est déjà bon pour le moral de savoir qu'ils ont été appréhendés. Placés en détention préventive, ils ont répondu des faits qui leur sont reprochés à l'occasion de la session criminelle en cours au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le présumé assassin, qui était d'ailleurs le principal accusé, en a eu pour son compte. Il a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité. Ce dossier connaît ainsi son épilogue, du moins pour l'instant. En attendant un éventuel arrêt en appel, les parents et proches de la petite disparue peuvent se sentir quelque peu réconfortés. En effet, ce n'est pas tous les jours que des ravisseurs d'enfants destinés à la mort sont arrêtés et jugés. Sur ce coup, les services de la police et de la justice ont assuré. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Mario Mintonou, procureur de la République près le tribunal de Cotonou, qui n'est pas du tout satisfait par ce verdict. La relaxe au bénéfice du doute du présumé complice, le demandeur du fameux savon de chance ne lui a pas plu. Il se pourrait donc que la cour d'appel réexamine ce dossier. Tout compte fait, l'assassin reconnu comme tel par la justice sait à quoi s'en tenir. Il passera le restant de ses jours derrière les barreaux. Ce drame qui sévit un peu partout dans le pays relance la question de la surveillance des enfants par leurs parents et tuteurs. Faut-il laisser son enfant fréquenter un voisin, un proche du quartier, sans prendre quelques précautions? Le tort des parents de Gracia est d'avoir fait confiance à un jeune de leur concession qui a l'habitude de s'amuser avec leur fille. Ils étaient à milieu d'imaginer que son projet était d'obtenir leur confiance pour arracher la vie à leur enfant dans le but de prélever des organes à des fins occultes. Hélas, l'irréparable est déjà fait. Il faut maintenant œuvrer pour que d'autres parents n'aient pas à subir ce que vivent ceux de Gracia Prunelle. C'est le moment pour les adultes de prendre convenablement soin des plus petits qui n'ont pas toujours les réflexes appropriés pour se protéger contre des individus mal intentionnés. Ce drame interpelle également la société dans son ensemble. Les fameux savons de chance proposés à tous les coins de rue sont composés de quels ingrédients? La course effrénée à la richesse, la facilité et l'envie conduisent à des pratiques dégradantes. Beaucoup sont prêts à tout pour se faire une place au soleil. Le travail, la seule voie honorable qui permet de sortir de l'oisiveté, est considéré comme une corvée par certains qui préfèrent les raccourcis. C'est ce qui amène hélas ces esprits faibles à emprunter des voies peu honorables. Des enfants et adultes ont connu le même funeste destin que Gratien Prunelle. Mais la justice, à travers ce verdict, vient de donner un signal fort à la société. Voilà, la justice, à travers ce verdict, vient de donner un signal fort à la société. Nous allons d'ailleurs en débattre tout à l'heure dans le forum de discussion avec vous, Moïse Dossoumou. Herman Aniemossou nous rejoindra en plateau et au téléphone. Nous aurons Akime Seydou Ousseni qui est déjà en attente. Mais avant, 15 minutes d'information en images, c'est le mini-journal. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques.
Nous ouvrons notre mini-journal de ce matin par cette séance de dialogue sur le secteur de l'eau à Cotonou. C'est une évaluation citoyenne des prestations de services publics de l'État dans le secteur de l'eau, l'énergie et la justice. Les informations collectées dans le cadre du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance font l'objet d'échanges et de validations pour servir donc de plaidoyer auprès des dirigeants. Nous vous proposons ici le point de cette séance du mardi avec Ulrich Gaba et Elvis Toloquois. La présente rencontre est une séance de dialogue sur le secteur de l'eau. Elle s'inscrit dans le cadre de l'évaluation citoyenne des prestations de services publics de l'État dans les secteurs de l'eau, l'énergie et la justice. Pour cette première étape, toutes les parties prenantes de l'eau, de concert avec les responsables de la société civile, apprécient le chemin parcouru dans la mise en œuvre des différents projets réalisés et ceux en cours dans les milieux urbains, périurbains et dans les villages. L'objectif de cet exercice est de permettre aux populations bénéficiaires du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance, PAGIPP, de se prononcer sur l'évolution, l'impact et les difficultés qu'ils observent. La réussite d'un projet ne peut s'apprécier que par la satisfaction des bénéficiaires. Cela suppose que les informations issues de la base doivent permettre de parfaire ce qui a peut-être raté et de continuer dans ce qu'on a bien fait. Le cas d'espèce, c'est l'Institut IREP qui, avec les organisations d'action civile, se sont mis ensemble pour, disons, gagner et conduire ce processus. Donc le processus a, disons, consisté à aller examiner un peu la satisfaction des bénéficiaires des projets dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de la justice. Donc l'exercice a été fait avec la collaboration et l'accompagnement des ministères sectoriels, des coordonnateurs de projets et des équipes chargées de suivi des projets au niveau des ministères. Le présent travail, qui s'articule autour de la collecte des informations recueillies sur le terrain, servira de socle d'échange entre les acteurs présents. Ces informations sont collectées en 2 phases dans les villages et localités concernées par le projet. Au total, 1968 personnes enquêtées de différents sexes et de divers âges ayant au minimum 18 ans ont renseigné le document objet de la présente évaluation. C'est le récapitulatif de 17 communes parcourues qui est ici soumis à l'appréciation des différentes parties prenantes. Ces résultats vont être débattus ici et ils vont être affinés de sorte qu'au sortir de l'atelier de ce jour, nous puissions disposer des informations justes, fiables, qui reflètent le ressenti des bénéficiaires de ce secteur et qui feront plus tard l'objet d'un plaidoyer spécifique auprès des autorités gouvernementales. Le regard que les usagers portent sur les services qui sont prestés dans un certain nombre de domaines, notamment des projets spécifiques développés dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de la justice. L'objectif au PAGIPG, c'est que les services qui sont prestés par rapport à ces 3 champs que j'ai énumérés tout à l'heure, que les usagers, les populations soient satisfaites. Pour cette première journée, ce sont les résultats des secteurs de l'eau et de l'énergie qui seront passés au peigne fin. Le jeudi prochain, les informations collectées sur le secteur de la justice seront mises sur tapis. Au thème des différents travaux, les recommandations et les suggestions seront partagées le 23 juin 2020 avec les ministres et les partenaires techniques et financiers. On va rester avec Ulrich Gaba sur ce commentaire de Ingrid Day pour parler donc de cette célébration. Le Bénin a célébré hier mardi 16 juin 2020 la 30e édition de la Journée de l'enfant africain. Le gouvernement, à travers son ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a pris l'initiative d'une rencontre d'échange et de réflexion sur la situation des enfants au Bénin. À cette occasion, plusieurs activités ont meublé la journée. C'est l'école primaire publique de Missé-Sento dans l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité les manifestations. Nous retrouvons donc Ulrich Gaba. L'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. C'est le thème retenu pour la célébration de la 30e journée internationale de l'enfant africain. Une célébration qui remonte aux années 90 en souvenir des 600 enfants qui furent violemment massacrés le 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, lors d'une marche de revendication de leurs droits. Loin d'être une rencontre festive,
Ce rendez-vous qui a réuni plusieurs autorités et partenaires techniques et financiers, ici à l'école primaire publique de Mississento, se veut un creuset de réflexion sur la situation des enfants au Bénin et dans le monde. En effet, comme vous le savez, depuis la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990, le Bénin mène des interventions visant à protéger tous les enfants, y compris ceux et celles faisant face à la justice. Plan international, en tant que partenaire traditionnel du ministère en charge des affaires sociales, veut réitérer son appui à votre ministère et à vos activités. Et en décidant d'appuyer encore l'organisation de cette présente célébration, elle entend réaffirmer son engagement à accompagner le gouvernement béninois dans sa mission de bâtir un Bénin où les enfants jouissent pleinement de leurs droits. Après l'étape de l'école primaire publique de Mississento, cap est mis sur l'arrondissement d'Akasato pour le même exercice. Après avoir fait l'historique de cette journée, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a saisi l'occasion pour échanger sur le numéro vert 138, conçu pour dénoncer les violences faites aux enfants. Elle s'est également entretenue avec les enfants sur les gestes barrières à adopter en cette période de pandémie du coronavirus. Quand on regarde les différentes statistiques, que ce soit les statistiques de l'enquête démographique et de la santé, la dernière de 2017-2018, quand on regarde les chiffres que nous donne notre système intégré d'information, le SIDOFE, au niveau du ministère des Affaires sociales, sur les 2 dernières années, les chiffres nous affolent quant à toutes ces formes de violence qui existent, qui persistent dans nos contrées, dans nos localités. Je voudrais rassurer la population sur l'intérêt particulier qu'accorde le chef de l'État, le président Patrice Talon, ainsi que tout le gouvernement à la problématique de la protection de l'enfant au Bénin, à l'épanouissement, au bien-être de nos enfants. La ministre s'est également rendue à l'orphelinat Claudio Mignenco pour s'enquérir des conditions de vie des 215 pensionnaires qui y sont logés. Les dirigeants de cet orphelinat ont saisi l'occasion pour adresser quelques doléances aux autorités. Une doléance bien retenue par la ministre. La célébration de cette journée a été également marquée par la remise de kits scolaires aux enfants. Une équipe de la Société béninoise des pédiatres a été déployée sur les lieux de manifestation pour ausculter et administrer des soins gratuits aux enfants. Nous parlons maintenant éducation et examen de fin d'année sur les images que vous allez voir. L'examen du baccalauréat, session de 2020, se tient au mois de juillet. Côté préparatif, tout est fin prêt. À l'office du baccalauréat, les ministres Éléonore Yahi de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Maouyon Kakbo des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle étaient lundi dernier à la direction de l'office du bac à Cotonou. Les deux ministres concernés sont allés s'enquérir du niveau des préparatifs de cet examen dont la phase écrite démarre le lundi 20 juillet prochain au cours de la séance de travail organisée à cet effet. Les explications données par Alphonse Da Silva, directeur de l'office du baccalauréat, ont tout à fait rassuré les visiteurs, notamment les deux ministres. Je vous l'annonçais dans les titres, les nouveaux maires des 117 communes du Bénin sont désormais connus et installés. Tous sont déjà pris fonction, mais au-delà de leur nom révélé au public, eh bien, la rédaction de Canal 3 vous propose de revenir sur le parcours de certains. Parmi eux, après Cotonou, Porto Novo, Abomey Calavi, Parakou, nous nous rendons ce matin à Djougou, où nous vous présentons le parcours du nouveau maire de cette commune, il a nom Malik Sebou Gomina. C'est avec Tanguy Agoy. Malik Gomina, maire de Djougou. Le saut est fait, dans une adhésion relativement inattendue pour certains. J'ai vu l'enthousiasme autour de lui. Je peux vous dire que j'ai été un peu plus de panique, j'ai été un peu inquiet parce que l'enthousiasme populaire était tel que j'ai dit Derrière cette euphorie qui traduit une transition bien réussie, on ne s'imagine pas le travail de longue haleine. Ceux qui l'ont vu venir n'ont été nullement impressionnés. L'histoire remonte en effet à ses années d'étudiant. L'expérience qu'il a eu à faire au campus le prédestine quand même déjà. Il connaît le milieu politique. C'est un homme de réseau. Il a été responsable de bureau d'entité dans le campus. Son réseautage a commencé à partir du campus.
Des couloirs et arrière du rideau des résidences universitaires à l'hôtel de ville de Djougou, Malik Gomina se sera construit 3 profils intelligemment condensés. La tâche de journaliste accomplie n'est en réalité qu'un paravent qui couvre le gestionnaire qui l'a toujours été dans l'âme, le côté qui lui a réussi jusque-là. Très entrepreneur dans l'âme, depuis toujours. Hein. Je peux même dire que plus mécanicien que journaliste. C'est sa formation d'ailleurs de base. L'idée de commencer par être beaucoup plus entrepreneur que journaliste, je l'ai copié de Malik. J'ai observé ça de lui. Vous pouvez regarder le bilan du CNPA quand il est passé. Il a décuplé les ressources. Gestionnaire de formation, politique à flair avisé, mais dans l'ombre, formé sur le tas et par la passion. C'est le côté que le grand public lui connaît le moins, qu'il a pourtant affiché de tout temps avec ses plus proches amis. Malik Gomina a souvent rêvé de destin national, même si les temps actuels le confinent à un rôle local. Si aujourd'hui, les gens pensent que Malik Gomina est géant pour Djougou, j'espère pour lui qu'en partant dans 6 ans, on dira que Djougou est beaucoup plus géant que Malik Gomina. Je ne m'imagine pas Malik avec une ambition seulement au plan local. Malik devrait avoir une ambition nationale. Et il sait que pour pouvoir avoir une ambition nationale, il faut d'abord réussir au plan interne. Être maire, c'est le meilleur des mandats, même plus que le mandat de député. Vous êtes quand même amené à changer la vie. Vous avez la possibilité de directement changer la vie de vos compatriotes. Être député, par exemple, vous votez les lois, vous n'avez pas pris sur la réalité. S'il fait bon manager, gestionnaire d'actions et de résultats et politique futé de l'ombre, c'est qu'il a su très tôt s'en donner les moyens intellectuels, greffés à un héritage éducationnel qui frôle le rigorisme. Malik, lui-même, il aime le dire au plan éducatif. Il dit, mon papa, je suis fils d'instituteur, mon papa ne m'a pas éduqué. Il ne s'est pas contenté de m'éduquer, il m'a dressé. Donc c'est un homme dressé qui est en conséquence. Et vous connaissez comme moi, Malik a une des meilleures bibliothèques d'essais politiques de la place. C'est d'ailleurs c'est notre fournisseur principal de livres d'essais politiques. Cette nouvelle page, c'est à la fois plus de 20 ans de travail acharné, toute une vie d'éducation pour un capital crédit à risquer dans une aventure locale. Ceux qui l'ont côtoyé y croient et espèrent qu'il fasse honneur à une profession qu'il a hissée plus haut qu'inattendu. S'il ne réussit pas, on va tous encaisser. Ils vont dire, ah, vous les journalistes là, vous avez critiqué, vous avez insulté les gens, on vous a vu à l'œuvre. De façon intrinsèque, il a les compétences, il a le réseau qu'il faut, il a les connaissances qu'il faut, et je pense que ça devrait le faire. Une chose est sûre, il connaît tout le monde. L'avantage ici, c'est qu'il a affaire à un peuple qu'il connaît, à une population qui lui appartient. C'est Djougou. Vous avez vu la ferveur, vous avez vu l'emphase. C'est en tout cas une nouvelle expérience pour la presse béninoise, après l'idylle de Parakou et l'exemple d'Adjoun en matière de conquête électorale. Et les yeux sont désormais tournés vers la ville natale de celui qui est présenté comme un magicien de la transformation radicale de tout ce à quoi il touche. Le maçon est donc au pied du mur. Voilà, c'était ce portrait signé Tanguy Agoyi parlant justement du nouveau maire de la commune de Djougou, Malik Seibou Gomina, qui, la minute après sa prise de fonction, s'est mis à la tâche. Il a d'ailleurs fait don d'équipements médicaux au centre de santé des arrondissements périphériques de la commune de Djougou, une manière pour lui d'accompagner l'amélioration des conditions de prise en charge des malades dans ces différents centres de santé. On retrouve Alassane Roulant. Des équipements médicaux destinés aux formations sanitaires des arrondissements de Bougou, Pélébina, Séro, Baray et Barienou dans la commune de Djougou. C'est un geste personnel du maire Abdoul Seibou Malik Gomina qui poursuit ainsi ses œuvres philanthropiques à l'endroit des formations sanitaires de certaines localités périphériques de la commune qui jusque-là manquaient du minimum pour la prise en charge des patients. C'est au détour de cette séance d'échange avec les chefs d'arrondissement que le premier citoyen de la ville a fait don de cet équipement. Composé de 10 lits d'hôpitaux, 10 tables de nuit et 15 matelas, ce geste vise à renforcer les unités villageoises de santé bénéficiaires en matériel afin d'améliorer les conditions d'hospitalisation des malades. Gomina Malik a toujours appuyé les centres de santé de la commune de Djougou en équipement.
Donc ce matin également, il continue ses œuvres sociales. Par cet acte plein d'amour et de générosité, l'autorité communale vient une fois encore prouver son engagement à améliorer les conditions de vie de ses administrés. Et c'est à juste titre que les chefs des arrondissements bénéficiaires lui témoignent leur gratitude. Vraiment, je voudrais saluer cette initiative et souhaiter vraiment que Dieu Tout-Puissant l'accompagne pour tout au long de cette 4e mandature. Ça prouve que le maire est à l'écoute de sa population et ce n'est pas pour la première fois. Il le fait, il a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, il est en train de le prouver encore. Investi depuis le 10 juin dernier dans ses nouvelles fonctions de maire de Djougou, le nouveau locataire de l'hôtel de ville met déjà méthodiquement des stratégies novatrices pour relever un certain nombre de défis, dont notamment celui sanitaire. Et c'est dans cette dynamique qu'il exhorte les populations à observer les comportements citoyens en assainissant leur cadre de vie. Beaucoup, par exemple, ce n'est pas grand, mais je souhaiterais que la voie interétale soit très bien entretenue. Mais pour que vous puissiez amener les populations à faire la salubrité, il faut qu'elles sentent que vous êtes aussi à leur côté. Donc, organisez aussi la salubrité au niveau de vos arrondissements. C'est très indispensable, il faudrait qu'on y parvienne. En donnant priorité à la santé de ses administrés et à l'assainissement de leur cadre de vie, le nouveau chef de l'exécutif communal de Djougou vient ainsi d'ouvrir un chantier non moins important pour le développement de la cité. Et voilà, et puis au lendemain, des mesures sociales prises par le gouvernement pour soulager les populations suite aux restrictions observées depuis peu contre la pandémie du coronavirus. Les associations de défense des consommateurs ont donné de la voix et ces associations saluent la décision du gouvernement de venir en aide aux populations, aux entreprises touchées par les effets de la pandémie. L'appréciation a été faite au détour d'un point de presse animé. C'était hier mardi. Voici les détails de Narcisse Alossé et Rachidi Souberou. Observé. Face à micro et caméra, deux associations béninoises de défense des consommateurs. La voix des consommateurs de Romain Nkombessi et Bénin Santé et Suivi du consommateur de Ernest Baguidi. Une sortie médiatique au cours de laquelle les mesures sociales du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ont été saluées. Nous saluons les mesures, surtout par la méthode utilisée. La plus grande partie de ces mesures était orientée vers le secteur productif. C'est tout de même des citoyens que nous défendons aussi. Et donc, globalement, nous avons eu satisfaction par rapport à un certain nombre de choses. Mais comme nous l'avons dit, nous allons continuer les négociations afin qu'on puisse obtenir mieux. Obtenir mieux surtout par rapport à un certain nombre d'aspects qui, selon les conférenciers, restent encore ambigus. Le cas des 5,76 milliards de francs CFA qui représente la subvention des factures d'électricité et d'eau. C'est vrai que quelques précisions apportées par les ministres après sur le montant des 5,76 milliards ne nous a pas permis d'appréhender totalement comment est-ce que ça va être géré. Est-ce que nos factures seront prises en compte entièrement pendant une période? Nous ne savons pas encore. En plus de l'ambiguïté autour des factures d'eau et d'électricité, le coût du transport qui actuellement subit une surenchère et les orateurs du jour n'en sont pas restés indifférents. Nous avons saisi tout de suite les autorités pour dire qu'on ne peut pas leur avoir accordé des avantages et ils vont continuer de faire du kit au double. Ils sont passés de 5 000 francs, 5 500 francs par endroit à 10 500, de 7 000 et quelques à 15 000. Et donc là, les autorités ont promis de se réunir dans les meilleurs délais avec ces transporteurs pour trouver une solution. Pour la gestion de la pandémie, les deux associations de défense des consommateurs se sont réjouies des efforts déployés par les gouvernants pour renforcer la capacité d'intervention du personnel soignant. En revanche, elles ont déploré la désinvolture des populations face au mal. La plupart des populations ne respectent plus ces gestes barrières, le lavage des mains. Vous allez trouver le dispositif devant des entreprises, mais soit il n'y a pas d'eau, bien il n'y a pas de savon. Le masque, parfois vous le trouvez sous forme de collier,
pour éviter les représailles du policier. Le respect de la distanciation sociale, c'est devenu une exception. Et selon les conférenciers, ce relâchement serait à la base de l'évolution inquiétante de la maladie au Bénin. Du coup, il y a eu un appel à un sursaut populaire face à la Covid-19. Il faut davantage maintenant sensibiliser et veiller à ce que le respect des gestes barrières s'observe. Et parole ce matin sur Actu Matin aux responsables des associations de défense des consommateurs. On retrouvera en invité tout à l'heure Robin Akombessi, le président de l'association La Voix des consommateurs. Il était d'ailleurs en conférence de presse, c'était hier et vous venez de le voir à travers ces images. Retour sur l'actualité tout à l'heure quand il sonnera 13h sur Canal 3 Bénin. Mais avant, votre matinale Actu Matin se poursuit dans un instant, le forum de discussion. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire ? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Et voilà, si vous nous rejoignez pendant qu'il sonne 7h43 minutes, nous vous disons bienvenue sur Canal 3 Actu Matin. C'est votre matinale avec un plateau Moïse Dosoumou qui était là pour la chronique du jour, qui nous parlait d'une sanction exemplaire. On va y revenir d'ailleurs dans nos discussions. Bonjour à vous, Herman Aliamboussou. Bonjour Christian Naïja. Au téléphone, nous avons Hakimi Seydou Sili, bonjour. Christian, bonjour. Bonjour Herman. Bonjour Hakimi Seydou. Alors, à Calavi, il pleut toujours ? Oui, il pleut toujours. D'accord. Alors, ce matin, nous aurons abordé 3 sujets. D'abord, ce crime rituel, l'assassinat de la petite Gracia Prunel. Il a été condamné, l'assassin, à perpétuité, on va en parler. On ira également du côté du Parlement qui est désormais désinfecté, et puis les députés qui passent au dépistage. Et puis enfin, le coronavirus, on vient de passer la barre des 500 cas. On est désormais à 532. Je vais vous arracher un mot sur l'évolution de la pandémie chez nous en République du Bénin. Mais avant, ce crime crapuleux, Hakimi Seydou Ouseni, Herman Aliamboussou, Moïse Dosoumou, ce crime crapuleux commis sur la fillette en ce début de mois, du mois de février 2020. On se rappelle, la justice s'est saisie du dossier. Le verdict est désormais tombé, notamment le verdict du tribunal de première instance de Cotonou. Le présumé auteur du meurtre, le nommé Martial Zoni, alias Aladi Moudjibou, écope d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité, une amende de 30 millions de francs CFA. Herman Aliamboussou, vous qui êtes, disons, très imbibé des questions juridiques et judiciaires, dites-nous, suffisant pour récupérer le préjudice, réparer, je dirais, le préjudice? Non, réparer préjudice, non. De toute façon, il y a eu mort d'homme. C'est la petite Gracia qui est passée de vie à trépas du fait de 2 individus. Il est revenu à la justice d'établir la culpabilité de l'un. Et c'est ce qui a été fait il y a quelques 48 heures avec la condamnation de l'assassin
par la justice et le complice qui a été relaxé au bénéfice d'un doute. Ce que je tire comme leçon d'abord de cette session criminelle, c'est d'abord que les réformes du système judiciaire au Bénin produisent déjà leurs fruits, parce que c'est chose plutôt rare de voir un crime rituel comme ça, un crime commis, un crime en gros commis, et déjà en 5 mois que les présumés assassins soient jugés et qu'on soit fixé déjà sur leur sol. Je pense que c'est une première au Bénin. Oui. Sinon, habituellement, c'est au bout de 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans d'une instruction très longue que ces dossiers sont souvent évacués. Donc je pense que c'est déjà pas mal que la justice puisse désormais évoluer à pas de charge, sauf qu'il faut signaler ici que le procureur de la République, d'ailleurs, la presse l'a mentionné suffisamment, a déjà fait appel de la décision parce que estimant que le complice, celui qui aurait remis les 18 000 francs pour qu'on lui fasse savon de chance, il a été relaxé au bénéfice du doute. Je pense que seule la justice a pu savoir quels sont les éléments sur lesquels elle a pu se fonder, ou elle a pu fonder sa décision pour condamner quelqu'un, l'un à perpétuité et l'autre à relaxer au bénéfice du doute. Je pense que la suite nous donnera raison. D'accord. En attendant la suite, on va recueillir la réaction de Hakimé Seydou Ouseni. Oui, Hakimé, vous qui êtes au téléphone, est-ce que à la lecture de la décision rendue par le tribunal, vous êtes satisfait? Satisfait, non. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de la petite Gracia, parce que quand on en parle, il n'y a rien à faire. Les parents continuent par traîner encore, je dirais, des mauvais souvenirs et des douleurs. Les séquelles, les cicatrices sont encore bien ouvertes. Toutes les fois qu'il sera question d'évoquer le nom de la petite Gracia, il n'y a que les parents ne s'en remettront jamais. Mais bon, il fallait qu'à un moment donné, qu'on puisse juger l'affaire. Je suis d'accord avec Herman qui fait ressortir déjà les impacts des réformes au niveau du secteur judiciaire. Oui. On peut constater que les choses sont allées un peu plus vite. De février 2020, juin 2020, environ 4 mois. Et déjà, on commence par voir clair dans cette affaire. C'est peut-être intéressant. Il y a vu clair d'ailleurs. Pas totalement. Même s'il y a... La chute d'Herman m'intéresse, autant qu'Herman, j'estime que, il y a encore des personnes concernées par cet assassinat de la petite Gracia qui n'ont pas encore véritablement, je dirais, été sanctionnées à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé, notamment le complice ou le commanditaire, pour dire les choses comme ça. Condamnation à perpétuité pour le présumé assassin, désormais assassin reconnu en tant que tel, mais c'est pas suffisant. C'est vrai qu'on aurait... Vous auriez voulu quoi? Non, c'est pas ce que j'aurais voulu. C'est ce que naturellement ça devait être. On ne peut pas me dire que, pour l'instant, on n'a pas pu trouver les éléments suffisants. C'est vrai qu'il faut faire confiance à la justice parce qu'elle en apporte la preuve. Mais on ne peut pas me dire que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé des éléments suffisants pour que le complice de l'assassinat de l'assassin de Gracia... C'est son cas qui vous intéresse beaucoup plus maintenant. Son cas m'intéresse beaucoup plus. Parce que si ce n'est pas fait ainsi, on a simplement coupé la poire en deux. On a encore des commanditaires tapis dans l'homme qui se verront encore, je dirais, des envies de continuer par perpétuer des crimes rituels. Alors, Moïse Dossoumo, oui, il n'est pas satisfait, Hakimé Seydou Ouseni, mais vous, dans votre chronique ce matin en ligne, c'est une satisfaction lorsque vous parlez de sanctions exemplaires. Oui, on peut le dire plus ou moins, encore que dans ce cas-là, puisqu'il y a déjà une mort d'homme, l'irréparable est fait, on ne peut jamais réparer cette vie-là, elle est perdue définitivement. Mais au moins, on sait que l'intéressé, celui qui a attendu la vie de la petite fille, au moins derrière les barreaux, et qu'elle va y rester toute sa vie. Donc on a au moins là le gage que plus aucun enfant, mais plus aucun adulte ne va périr entre ses mains. C'est déjà ça de gagner. Ça réconforte quelque peu les parents, mais ça ne ramène pas les enfants. Et ça doit interpeller également tous ceux qui passent par ces biais, par ces procédés, pour avoir ces fameux savons de sens. Je n'incrimine personne, chacun fait le choix qu'il veut de sa vie, de ce qu'il en fait. Mais au moins que ceux qui s'y adonnent et ceux qui fabriquent ce genre de choses trouvent d'autres ingrédients, d'autres moyens de satisfaire leur clientèle que d'attenter à la vie des gens. Parce que ce cas, on en parle parce qu'au moins on a réussi à mettre la main sur quelqu'un qui a été condamné. Mais et les autres enfants, les nombreux autres enfants disparus, et les nombreux adultes disparus, qu'est-ce qu'on en a fait? Que sont-ils devenus? C'est les organes prélevés à quelle fin? Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc je me dis que chacun fait ce qu'il veut, les pratiques qu'il veut, mais au moins qu'on sauvegarde au moins la vie des autres. C'est fondamental. On peut choisir d'être paresseux, on peut choisir la facilité, on peut choisir d'aller faire les trucs occultes, c'est un choix.
mais tout au moins qu'on n'aille pas jusqu'à attenter à la vie des autres. Ça, moi, si on peut l'éviter, ce serait déjà ça. Oui, Hakimi Seydou Ouseni, Moïse Dossoumo vient de mettre l'accent sur un fait. Vous savez que nous avons beaucoup de ces personnes qui vendent de ces savons, qu'ils appellent savons de chance. Dites-nous, est-ce que vous interrogez véritablement sur la composition de ces savons-là? Non, je n'ai pas, je ne me suis jamais hasardé à vouloir comprendre, je dirais, le contenu de ces savons. Je suis d'accord avec Moïse que c'est certainement plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication de ces savons. Et entre autres éléments véritablement recherchés, ce sont, semble-t-il, des organes humains. Et c'est ce qui conduit à des crimes rituels. Oui, aujourd'hui, le constat est fait. C'est vrai que par le passé, il n'a pas été souvent facile, peut-être même impossible de mettre la main sur les assassins de nos enfants. Mais cette fois-ci, oui, on a pu mettre la main sur quelqu'un. Il a été jugé, condamné en tant que tel. Mais je dis des commanditaires, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne ne vous a peut-être accepté être envoyé pour commettre des forfaits du genre. Mais les personnes qui ont pris l'habitude, je dirais, de se rabattre sur des personnes sans foi ni loi vont continuer par le faire. Donc c'est pour ça que je dis que oui, en termes de verdict, c'est peut-être intéressant, mais toujours est-il que pour peu que l'appel est déjà annoncé dans les médias, il va falloir qu'on puisse aller jusqu'au bout pour nous retrouver, je veux dire, les éléments qui peuvent permettre de savoir qui c'est qui est le commanditaire et puis à quelle sauce sera-t-il mangé. Donc pour l'instant, eh bien, satisfaction à moitié, mais n'empêche qu'on commence par aussi lancer un appel à l'endroit des parents qui doivent redoubler beaucoup plus de vigilance autour de leur progéniture pour nous éviter des situations du genre. Oui, Herman Parfait Nyambossou, un signal fort donné par la justice à travers ce verdict rendu. Il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, avec la réforme du système judiciaire au Bénin, la tenue de cette session criminelle par le TPI de Cotonou, les différents tribunaux de première instance, c'est désormais aux mains des magistrats professionnels. Ce n'est plus l'affaire des jurés, des gens comme vous et moi qui pouvaient siéger aux côtés des magistrats professionnels, donc qui pouvaient porter un peu le regard de la société sur la culpabilité ou non de l'accusé. Désormais, il n'y a que des magistrats qui siègent et donc qui du fond de leur cœur, établissent la culpabilité ou non des accusés. Je pense que, oui, on a tous raison de chercher à savoir pourquoi est-ce que le commanditaire de l'action, c'est-à-dire que je viens vous voir, Christian, je vous dis, je vous donne de l'argent, essayez de m'arracher telle fille, et vous vous mettez à le faire. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on est arrivé à établir effectivement le fait que je vous ai remis de l'argent. C'est ça la grosse interrogation. Est-ce que le fait de vous avoir remis de l'argent a été sanctionné par un acte, tout au moins, qui permet de savoir que vous avez vraiment reçu des sous de moi? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce dossier qui sont encore un peu flous. Et bon, voilà, quand je vous dis, allez me faire du savon, est-ce que je vous ai dit d'aller me prendre une fille pour faire le savon? Est-ce que, parce que effectivement, les éléments qui entrent en ligne de compte dans la composition du savon, et Moïse a bien fait de parler d'ingrédients, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'éléments, il s'agit d'ingrédients. C'est de savoir quels sont les ingrédients que les gens utilisent pour parler de savon de chance, savon de chance, savon de chance. Est-ce que par le passé, c'est ce que nos grands-pères faisaient, savon de chance, ou bien les jeunes d'aujourd'hui ont découvert d'autres manières de faire des savons de chance? C'est beaucoup d'interrogations à la fois. Et donc je pense que l'un mis dans l'autre, c'est vrai, la sanction, elle est exemplaire, je l'avoue. Maintenant, le procureur a fait appel de la décision. Ce qui est certain, il y aura un jugement en appel qui va nous dire si celui qui a été relaxé, il était en temps coupable aussi. C'est sûr que la justice va soit le blanchir ou le noircir. Nous suivons donc l'évolution de ce dossier. Est-ce qu'il faudra faire un travail, un ménage également dans ce milieu de fabricants de savon traditionnels? Je pense qu'il faut y aller, oui, il faut y aller, mais en prenant des précautions. Ce n'est pas non plus une chasse aux sorcières. Il y en a qui font leur job sans attenter à la vie des autres. Il y en a qui passent par d'autres moyens détournés. Je pense que ce n'est pas la peine non plus de les jeter la pierre. Mais quand on veut aller dans ce milieu, il faut s'entourer de beaucoup de précautions pour ne pas prendre des innocents à la place des coupables. Ça, c'est fondamental. L'autre chose également, c'est que notre société, ce drame révèle l'image de notre société. Nous sommes accros de ces choses-là. C'est parce que beaucoup sont demandeurs de ces affaires-là qu'on en est venu jusqu'à ces trouvailles qui demandent qu'on prenne des organes humains pour ça. Donc il faut que chacun soit interpellé face à ces actes. Est-ce que telle chose que je fais ne va pas attenter à la vie de tel? Est-ce que telle chose qu'on m'a remis, c'est composé de quoi et quoi? Il y a plusieurs sortes d'interrogations. Il y a une sorte de remise en cause qu'on doit pouvoir nous faire nous-mêmes à notre niveau, parce qu'il y a plein de drames qui se jouent au quotidien, même à côté de nous, et qu'on ignore.
Donc je pense que c'est le moment pour chacun de nous, au-delà de ce que peuvent ressentir les parents de cette petite fille, parce que nous sommes aussi parents, mais qu'on se remette en cause sur plein d'aspects et qu'on essaie de revoir certaines de nos pratiques. Ça fera du bien pour notre société qui a besoin justement d'assainissement de ce côté-là. Alors, vous qui êtes de l'autre côté, Hakimé Seydou Ouseni, vous avez quelque chose à ajouter ou on passe à un autre sujet? Non, je crois que comme l'a dit Moïse, cette affaire est devenue préoccupante de fabrication de savon de chance. C'est dû à la facilité dans laquelle nous nous lançons désormais chez nous au Bénin, sur les tropiques. Vous ne verrez pas dans les pays occidentaux quelqu'un vous rencontrer pour vouloir vous vendre un savon de chance. Vous les rencontrez. Mais là-bas aussi, il y a de disparitions d'enfants, d'assassinats de filles, de garçons. Ce n'est pas pour un ingrédient dans le cadre de la fabrication d'un savon de chance, mais alors pas du tout. Chez nous, c'est devenu monnaie courante. Un client me rencontre au détour d'un petit déjeuner. Il vous présente des tas de choses pour vous dire, voilà, vous achetez ça, c'est un savon de chance, ça, c'est un truc de chance et qu'on sort. Parce que juste, on a compris que, bon, on aime trop la facilité. C'est vrai qu'on me dira qu'il n'a pas envie de gagner des millions. Oui, d'accord, mais attendez, comment est-ce qu'on gagne ces millions-là? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, il va falloir qu'on se remette beaucoup plus au travail. La chance, c'est dans le travail. La chance, ce n'est pas dans les savons de chance. Maintenant, ceux qui s'y adonnent, bon, et qui sont à cause de ça, je crois qu'il va falloir qu'on commence par faire la part des choses. Il y en a qui savent vers qui se tourner, mais retenez que c'est la facilité qui est à la base de cette prolifération des vendeurs de ces savons dits de chance. Oh, oui, j'ai senti une réaction venue de vous. Oui, Moïse avait fait d'attirer l'attention sur le fait que effectivement c'est un phénomène qui devient récurrent, mais qu'il vous souvienne que dans un passé récent, c'était pas pour des savons de chance que des jeunes filles ont été éliminées. C'était pour autre chose que les cybercriminels utilisaient pour pouvoir donner à manger à leur fétiche, soit dit en passant. Je pense que c'est un phénomène qui va de plus en plus grandissant. Et au-delà même en dehors du fait qu'il faut fouiller un peu dans ce secteur de fabricants de savon de chance, c'est qu'il faut une veille quotidienne des parents, que les parents puissent surveiller leurs enfants et faire en sorte que le voisinage, et faire en sorte que les petits copinages qu'il y a dans le quartier ne puissent pas conduire leurs enfants dans ces situations qu'a connu Gracia Persona. Merci à vous, Herman Niamboussou. Nous allons aborder le second sujet. On se rappelle que le Parlement est en deuil. Dimanche dernier, un des membres de la 8e législature s'en est allé. Il s'agit du député Alidou Demolé Moko. Et à la suite donc de cette disparition, que beaucoup assimilent donc à une contamination au Covid-19, le Parlement béninois est désinfecté, les bureaux également. Et puis, les députés à l'Assemblée nationale sont invités à se faire dépister. Une quarantaine de députés l'ont d'ailleurs déjà fait. Belle initiative du côté du Parlement. Hakimé Ouseni. Mieux vaut tard que jamais. Je crois qu'hier, déjà sur le plateau, on faisait état de ce qu'il fallait qu'il y ait une réaction prompte dans le rang des honorables députés parce que c'est un des leurs qui, bien malheureusement, est passé de vie à trépas et du fait de la pandémie au coronavirus. Donc, nous apprenons donc depuis hier que l'Assemblée nationale, l'institution, est désinfectée. Les membres de cette institution... Le personnel administratif et tout le reste. C'est également le personnel administratif, c'est tous ceux et celles qui ont un rapport avec cette institution qui sont en train donc de passer le test du pistage pour savoir si oui ou non la santé y est. Tu lui as dit que quand ça va être fait, il faut peut-être en refaire 72 heures après tout ce qu'il y a autour. C'est déjà intéressant qu'on nous annonce qu'il y a cette disposition qui sont prises, contrairement, je dirais, à ces écrits par presse interposés qui donnent l'impression que ceux qui en demandaient en faisaient un peu trop. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que la demande était légitime. Je vais voir jusqu'où ça va nous conduire, mais toujours est-il qu'il se fait dire, semble-t-il, qu'il y a des cas de contamination annoncés. Bref, il faut prendre les taureaux par les cornes. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a pris donc ses responsabilités. Au bout de 48 heures, nous aurons les résultats de ces différents tests. Moïse Dosoumou. Ça permettra de situer justement ceux qui, malheureusement, seraient porteurs du virus et les autres. Et puis bon, les dispositions seraient prises également pour traiter ceux qui se retrouvaient dans ce cas-là. Mais moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est le mystère qu'on fait autour de la disparition du député. Oui. Je ne parle même pas des pays occidentaux. Chez nous, en Afrique, c'est tout près de nous. Il y a plusieurs ministres, plusieurs députés qui ont été contaminés et qui l'ont dit eux-mêmes. Et ça a été révélé sur la place publique. Et pourquoi chez nous, on fait un mystère de ça? Je ne comprends pas.
la désinfection du Parlement. Vous n'avez pas interrogé peut-être ceux-là qui sont contaminés pour voir ce qu'ils vivent en leur âme. Non, mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on peut faire mystère du coronavirus aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le Bénin, chaque fois, réactualise ses données, informe, il y a décès, il y a ci, il y a ça? Parce qu'on est bien obligé de le faire. Et ce cas de décès qui est intervenu, c'est suite à ce décès-là maintenant qu'on parle de désinfection du Parlement depuis le dépistage des députés. C'est-à-dire qu'avant ce décès, il n'y avait pas ce souci, aussi présent à l'Assemblée que maintenant. Donc moi, je me dis, ce n'est pas la peine d'en faire un mystère. Si les morts de cette affaire-là, dites-nous clairement du manière officielle, les morts de ça, personne n'en voudra quelqu'un. Ça s'est déjà fait tout près de chez nous, à plusieurs reprises, et puis rien ne s'est passé. C'est déjà bien que des mesures soient prises à l'Assemblée, mais au-delà de l'Assemblée, il faut que la population fasse l'effort justement de se remettre un peu en cause. Parce que cette affaire-là, on a l'impression que c'est maintenant que ça commence ici. Que nous étions plus ou moins, comment dire, un peu dans l'amusement jusqu'à maintenant, et que c'est maintenant que ça prend vraiment de l'ampleur. Et quand on voit A-t-on mal fait de revenir à la normale, de ramener le pays à la normale? Non, je ne dis pas qu'on a mal fait, mais quand je vois certains comportements, je me pose des questions. Même au temps où il y avait des mesures strictes, certains comportements aussi étaient de mise. Mais aujourd'hui, quand je vois un peu ce qu'on appelle transport, comment les gens sont entrés quand je vois même les élèves qui n'ont plus le masque aujourd'hui, alors qu'au départ, tout chacun avait son masque, que ce soit dans la rue, dans la situation de classe, on ne le voyait plus avec les masques. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il y ait ce subit de relâchement et que jusqu'à présent, il n'y ait pas une prise de conscience, malgré le nombre de morts qui augmente, pour que tout au moins les choses soient recadrées à ce niveau-là. Parce que c'est en donnant l'exemple, c'est en faisant au quotidien qu'on va interpeller un peu notre entourage. Mais quand il y a se laisser aller, je crains qu'on assiste encore à une aggravation des cas. Eman? Oui, sur deux plateaux, il y a déjà déploré le fait que dimanche, au décès du député, que les autorités sanitaires du pays ne soient pas sorties automatiquement les secondes qui ont suivi pour nous dire, oui, on a connu le décès d'une personnalité de ce pays, un député qui plus est en fonction. Si c'était un ancien député, on comprendrait. Mais hier matin, on en a parlé également, et vous avez vu sur la toile cette insinuation. Des gens ont tenté de nous faire croire que, oui, que les enquêtes sont en cours pour savoir si le député est décédé de la Covid-19. Et voilà que subitement, on nous annonce que le président de l'Assemblée nationale a entrepris désormais ce qu'on peut appeler une opération commando à l'Assemblée pour détecter s'il y a d'autres porteurs de virus. Je pense que les gens arrêtent d'entretenir, un peu comme l'a dit Akime et repris par Moïse, que les gens arrêtent d'entretenir un mythe autour de cette question. Dans d'autres pays, on a vu des présidents qui ont été atteints, des premiers ministres qui ont été atteints, qui ont été traités, qui sont revenus, qui ont même fait des témoignages. Je pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on nous dise clairement si le député, il est décédé de ça, qu'on le sache. Comme l'a dit Moïse, personne n'en voudra à ce député-là, parce qu'il était un être humain, il a peut-être pu être contaminé à des endroits. Et que ça nous permettrait plutôt de pouvoir circonscrire le mal, de savoir que oui, au Parlement, il y a eu ci. Mais avant le Parlement, est-ce que le député, il est allé en communauté, dans le cadre des communales, de l'installation des maires ou des conseillers et tout? Ça nous permettrait de pouvoir circonscrire le mal. Mais bon, on est là, on entretient le mythe autour et puis on veut nous faire croire que c'est d'ici. En fait, c'est comme l'a dit Moïse, quand on était tout petit, on allait au cinéma, on disait actualité. C'est comme si on était dans l'actualité et que c'est maintenant que le vrai film commence. Je pense qu'il faut qu'on redouble un peu de vigilance et d'ardeur pour que le pic annoncé ne soit pas... Akile Sédou Séni, voyez-vous, quel genre de lendemain voyez-vous pour le Parlement à partir donc de cette actualité que nous découvrons, un Parlement désinfecté, les députés qui sont testés, peut-être qu'il y en aura, qui seront contaminés, ça on ne le souhaite pas. Ne croyez-vous pas un abandon des activités par les parlementaires à un moment donné, ceux-là qui vont craindre de se faire contaminer une fois qu'ils seront à l'hémicycle? Il faut respecter les gestes barrières édictés dans le cadre de cette pandémie de Covid-19. Ce n'est pas parce qu'une personne a été déclarée et testée positive que ça veut dire que tout le monde va être déclaré positif. Le test pour tous les usagers de l'institution parlementaire. Et donc, lorsque les résultats seront disponibles, chacun saura quelle disposition prendre. Mais comme l'a dit moi, je suis d'accord qu'il va falloir que, pendant que nous y sommes, qu'on puisse redoubler de vigilance en termes de respect strict des gestes barrières. On a l'impression qu'à un moment donné, on a tout fait de tout abandonner.
malheureusement, le mal vient s'installer de fort belle manière et comme vous le constatez depuis déjà plusieurs jours, on dénombre des décès dus au Covid-19. Donc je crois que au-delà des honorables députés, je crois que c'est tout le peuple béninois qui est appelé véritablement à redoubler de vigilance parce que, eh bien, quand on est porteur, ça ne se dessine pas sur votre visage. Donc, multiplions les gestes barrières. Il faut forcément travailler à ce la différence donc de ce gardien de banque rencontré par Moïse Dosunmu, l'ami de Moïse, qui a ce don. Qu'il cesse de voir des gens et d'attribuer tout de suite que sur les personnes bien importantes. S'il y a des mesures à respecter avant d'avoir accès à une institution bancaire, il faut les respecter. Il ne faut même pas attendre qu'on ne les fasse respecter. Il faudrait que nous-mêmes, nous soyons le vecteur de notre propre sécurité. Et je crois que ça va pouvoir faire minimiser le risque. Sinon, franchement, de plus en plus, on a des raisons de craindre le pire. Voilà. Et puis, on le rappelle aux téléspectateurs que nous avons passé la barre des 500 cas. On est à 532 à la date d'hier. 532 cas confirmés, 236 personnes guéries, 287 sous traitement et puis 9 décès. Moïse, c'est vrai que vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais le seuil critique est passé 500. Et bon, les chiffres encore, bon. Pour l'instant, je me dis, bon, ça ne fera qu'augmenter tant qu'on ne va pas se prendre vraiment au sérieux. Je donne l'exemple des écoles tout à l'heure. Le gouvernement distribue des masques. Je pense qu'au moins que les parents aussi vont faire l'effort d'acheter ne serait-ce qu'un masque à leurs enfants. Mais pourquoi il y a ce relâchement-là? C'est ça que je ne comprends pas. En circulation, vous les voyez soit le masque dans la poche ou bien dans la main, bien ils n'en ont pas du tout et ils se promènent ensemble comme si de rien n'était. En situation de classe, ils n'ont plus les masques. Je peux comprendre que dans la rue, il n'y a pas de censeur, il n'y a pas de surveillant. Mais moi, avant d'accéder à un établissement, à un collège ou à une école primaire, déjà au porteur, on doit les dire de porter le masque. Et en situation de classe également, dans la cour de récréation aussi. Pourquoi, tout au moins dans les lieux de savoir, il y a ce relâchement subit? Parce que le parent qui voit son enfant sortir de la maison sans mettre son masque peut déjà l'interpeller. Oui. Et quand il voit que l'enfant a pris l'habitude de porter le masque, ça peut également interpeller le parent et l'entourage de savoir que cette affaire est toujours là. Et très souvent, ce sont les enfants qui nous interpellent. Ah, tu es rentré, tu n'as pas lavé les mains, tu n'as pas fait ça. Oui. Et quand nous-mêmes, on ne le fait pas observer ça au départ. Mais c'est normal que ça se généralise. Tout au moins pour les écoles, je pense qu'on peut faire l'effort, puisqu'on est censé apprendre des choses à ce niveau-là, de garder la rigueur jusqu'au bout. Ça va permettre à l'ensemble de la société de savoir que cette affaire est toujours présente. Les bus de transport en commun aussi, ceux qu'on a dans nos villes, je ne parle pas encore de ceux qui font au travers des localités. Pourquoi est-ce qu'on ne surveille pas quand on a permis la vie de transport en commun? Pour ça qu'on ne surveille pas les surcharges et tout le reste. C'est un laisser aller se généraliser. Je pense que c'est tous ces comportements-là qui sont plus ou moins à l'origine de ce à quoi on assiste. Et ce n'est pas trop demandé qu'à défaut d'une conscience individuelle, qu'au moins que le censeur, le gendarme public puisse veiller au grain. Apparemment, oui, vous parlez des bus de transport en commun, on dirait que les chauffeurs n'ont pas pris conscience de la chose. Après avoir passé 2 mois à la maison sans conduire, on les autorise à entrer en circulation et à prendre des passagers et à respecter les mesures barrières, mais ils foulent au pied toutes les dispositions prises par le gouvernement. Emmanuel Parfait-Niamboussou, est-ce que vous comprenez ce comportement de nos conducteurs de minibus, notamment dans la ville de Cotonou et d'Abomey-Calavi? Si vous permettez, on va faire une petite comparaison entre les conducteurs de bus de transport en commun, c'est-à-dire les topa-topa, il faut faire plus simple, et les conducteurs de bus de transport interurbain, c'est-à-dire Cotonou-Parakou par exemple. Chez eux, ils ont trouvé la parade, c'est de doubler le prix. Et tout à l'heure, vous avez senti dans le reportage qui est passé, on l'a vu tout à l'heure, les gens sont passés de kit double, c'est-à-dire que de 7 000 francs, on paye désormais 15 000 francs. 11 000, là-bas, pour le topa-topa, est-ce que la bonne dame qui va à Topa accepterait de payer 500 francs ou de payer 1000 francs pour quitter sa zone et aller à Topa? C'est ce qui fait que les gens, en mettant les masques, se sont dit, bon, on observe déjà les barrières, ça ne suffit pas. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement doit aller loin. Dans les mesures annoncées par le gouvernement, oui, pour venir à la rescousse des populations et tout, il faut qu'on aille plus loin, en leur expliquant que le mal est toujours là. Quand on revient, par exemple, on dit il y a 532 cas, 200 et quelques guéris, 200 et quelques sous-traitements, est-ce qu'on explique à ceux qui sont guéris là qu'il y a encore des risques de réinfection à la maladie? Est-ce que quand on fait les tests et qu'on dit que vous n'êtes pas atteint de la maladie, est-ce qu'on vous dit observez des précautions pour ne pas subir ce que ces personnes-là subissent? Et n'oubliez pas que dans ce contexte Covid-19 là, il y en a qui continuent encore de penser que la maladie n'existe pas et que ça n'existe qu'en France ou que ça n'existe que dans le pays où on a bien voulu que ça existe. Je pense que, je ne sais pas comment faire, mais pour faire toucher du doigt
la réalité de ce mal-là à des populations. Dans les langues, dans différentes langues des localités, il faut qu'on revienne pour expliquer aux populations que oui, c'est pas parce qu'on vous a déclaré guéri, c'est pas parce qu'on vous a déclaré non porteur de la maladie que vous devez subitement qu'il faut la banaliser. Je pense qu'il faut qu'on aille plus, sinon... ça sera votre dernière intervention et nous allons boucler ce plateau. Akimé Ousseni, oui, réagissez. Oui, Moïse demandait tout à l'heure ce qui peut être à la base de l'augmentation des cas de contamination au Covid-19. Je crois que bien avant la réouverture ou la réouverture, je dirais, des activités... L'assouplissement des mesures. Des mesures, il y a qu'on avait l'impression que les choses semblaient être maîtrisées. Je ne sais pas si c'est parce que on a assoupli les mesures, que le mal a pris une allure vertigineuse, parce que certainement, je dirais, les populations ont participé aussi à ça, parce que lorsqu'on vous demande de reprendre des activités après 2 mois de fermeture et qu'on a l'impression de vouloir rattraper, je dirais, les 2 mois perdus, eh bien, il y a que ça va poser, ça va nous amener dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et moi, d'ailleurs, j'ai peur de ce que, d'ici environ 1 mois, on va rouvrir les classes pour nos enfants, du C jusqu'au CM1. Pour 2 semaines de cours. Il a bien fait de rappeler que ceux qui vont déjà ont cessé d'utiliser de façon convenable les masques, alors même qu'ils ne sont pour l'instant au primaire que la classe du CM2 seule. Maintenant, au niveau du secondaire, c'est de la 6e jusqu'en terminale. Quand on ramènera, c'est-à-dire tous les effectifs dans les écoles, franchement, il va falloir que véritablement le pouvoir en place, à travers le ministère de la Santé, les ministères de l'Éducation, puissent nous trouver le modus qui reconscientise les populations. Sinon, franchement, on a des raisons ce matin de craindre que la situation prenne une escalade pas du tout intéressante. Et surtout, qu'on se pose également la question de savoir comment vont se dérouler les examens de fin d'année. Aussi, il avait été lancé cette opération de dépistage systématique des enseignants, du personnel enseignant et autres. Où est-ce que nous en sommes? En tout cas, on se pose beaucoup d'interrogations sur toutes ces initiatives prises. Est-ce que ces initiatives se sont poursuivies ou se sont arrêtées en queue de poisson? Ce sont là des interrogations. En tout cas, on suit toute cette situation de près. On va y revenir peut-être demain ou la semaine prochaine. Merci à vous, Akimé Ousseni, vous étiez au téléphone. Très bonne journée. Merci à vous également, Moïse Dosoumou. Demain, jeudi, on vous retrouvera dans la chronique du jour. Herman Agnamosu, vous restez en plateau. On va recevoir ensemble Robin Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs, pour recueillir donc ses appréciations sur les mesures sociales prises par le gouvernement pour accompagner les entreprises, les artisans et les ménages. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. De la ville de Barrakou, Loft Ressort Hotel. Un espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hotel, Barrakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hotel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. 8h15, bienvenue sur Canal 3 Actu Matin, le plateau de l'invité du forum. Bonjour, Robin Akrombessi.
Bonjour, monsieur. Bienvenue, vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Hier, accompagné de votre collègue, président également, Baguidi, vous avez donné de la voix, vous vous êtes prononcé sur ces mesures sociales prises par le gouvernement pour accompagner les Béninois, les populations, les entreprises affectées par la pandémie du coronavirus, notamment ces quelques semaines passées sans activité. Satisfait total pour ces mesures prises? Parce qu'on vous a entendu dire que vous étiez heureux. Ce n'est pas parfait. Oui. Donc on ne peut pas dire que c'est un satisfait total. Mais on reconnaît que ça a été quand même une avancée. Vous vous attendiez préalablement à ce geste du gouvernement? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Ça a fait que nous, on avait même saisi le chef de l'État pour demander quand même que de façon spécifique par rapport aux questions des factures d'électricité et d'eau, qu'on puisse réfléchir à trouver des mécanismes qui soulagent et atténuent les effets socio-économiques subis pendant cette période de restriction sociale. Oui. En lieu et place de mesures qui soulagent un peu le paiement des factures, on nous a annoncé plutôt des mesures qui prennent en compte le paiement total des factures. Est-ce que vous comprenez ça dans ce sens où il y a d'autres choses à comprendre par rapport à ces mesures-là? Je veux parler des 5 milliards et quelques qui ont été débloqués. Ah non, ce n'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas de prise en compte totale des factures d'électricité et d'eau. Non. C'est vrai que c'est ce que nous souhaitions. Et ça aurait été vraiment ça que les consommateurs auraient jubilé énormément. Mais ce que nous avons appris, mais ce n'est pas encore officiel. Oui, allez-y. C'est que la hausse des coûts de l'électricité qui était prévue, on va évaluer le gap que cela constitue. Et c'est ce gap-là que l'État veut prendre en charge pendant un certain nombre de mois. Mais par rapport à ça, nous avons discuté avec un représentant du ministère des Finances, en l'occurrence le DGAE, le directeur général des affaires économiques, et le directeur, le DPP, des affaires sociales, et nous leur avons dit, ces mesures doivent être clarifiées. On a besoin de savoir exactement quel en est le contenu, parce que là, on ne peut rien dire aux consommateurs de façon concrète. Et la seule chose qui, dedans, aurait été prise en compte, c'est la facture d'eau ou les factures d'eau des personnes vulnérables, les couches pauvres et les extrêmes pauvres. On parle de personnes vulnérables, de couches pauvres, de couches extrêmes pauvres. La question, c'est de savoir, quand on parle de hausse du coût des factures, la hausse, vous nous aviez parlé de ça en son temps, c'était censé prendre effet à partir de 2021, non? Oui, là, j'avoue que c'est des détails que le gouvernement devrait nous donner encore parce que quand nous menions les actions, effectivement, le gouvernement nous avait dit, bon, on va soulager les populations en 2020 en ne les appliquant pas. Donc, pour nous, franchement, on aura besoin que le gouvernement nous explique davantage. Vous avez besoin d'explications. Lorsqu'on revient un peu à vos propos, vous avez dit que globalement, vous avez eu satisfaction par rapport à un certain nombre de choses, mais que vous voulez continuer les négociations pour obtenir d'autres choses en plus. La question que je m'en vais vous poser, est-ce que vous avez d'abord préalablement été consulté par le gouvernement ou par une équipe afin de participer donc à la fixation de ces montants que le gouvernement veut débloquer pour accompagner les populations? Non, nous n'avions pas été associés en amont. Bon, nous estimons que notre courrier, c'est ça peut-être qui a été le facteur ou l'outil qui a été pris en compte. C'était quoi le contenu de votre courrier? Qu'est-ce que vous avez demandé spécifiquement? Oui, spécifiquement, il se posait de façon imminente la question des factures d'électricité et d'eau, parce qu'on sortait de la période de restriction sociale et chacun se demandait, voilà, au moins 3 factures d'électricité et d'eau accumulées, il fallait payer. Il fallait payer, nous nous sommes dit, mais les couches pauvres, les personnes vulnérables, comment est-ce que ces ménages vont s'en sortir?
Et donc, nous avons suggéré au gouvernement de prendre en charge totalement les factures d'électricité et d'eau pour les ménages pauvres, et pour les autres, de trouver un mécanisme qui nous permette de payer par tempérament, de sorte qu'on puisse répartir peut-être sur la fin de l'année, les 5 derniers mois de l'année, mais qu'on ne peut pas payer tout de suite. Alors, vous défendez les consommateurs. Est-ce que vous avez senti une certaine satisfaction de la part de ces consommateurs-là? Surtout qu'il y a une certaine ambiguïté sur comment ces factures seront réglées, comment le gouvernement veut prendre en compte ces différentes charges au profit des populations. Vous savez, à l'annonce des 5,16 milliards, tout de suite, le réflexe a été un ouf de soulagement pour tout le monde. On s'est dit, bon, voilà, nos factures d'électricité seront prises en compte. J'ai même entendu des autorités politiques me dire, waouh, moi j'ai des centaines de mille, bon, ça, c'est heureux pour moi. Bon, mais quand les ministres sont sortis pour faire leur communication, je crois que la tension est descendue. Et chacun a commencé par se poser maintenant la question. Et c'est pour cela que nous insistons depuis pour dire qu'il urge que le ministère des Finances nous explique clairement le contenu de l'usage de ces 5,16 milliards. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous savez, par exemple, pour les personnes vulnérables, mais c'est un ouf de soulagement. C'est une bouffée d'oxygène parce qu'elles ne s'attendaient pas à ça forcément. Et donc, ça leur permet de payer leurs factures, d'être prises en charge. Bon, pour le reste, ça reste la polémique. Et d'ailleurs, à ce propos, vous imaginez que la SONEP a commencé par couper certaines personnes, certains ménages. Et là, nous les avons interpellés tout de suite pour dire non, c'est pas faisable parce qu'on est en période de Covid-19. Et pendant cette crise-là, l'outil le plus important que nous utilisons pour les mesures barrières, c'est l'eau potable. Pour se laver les mains. Pour se laver les mains. Donc, si vous empêchez les gens d'avoir accès à l'eau potable, ça veut dire que vous détruisez la politique du chef de l'État. Et là, vous allez renforcer la contamination. Bon, je suis sûr que ça a été bien entendu et que ça doit avoir cessé. Les ménages qui avaient été coupés, au moins un, je suis sûr qu'un au moins a été remis. Pour le reste, je n'ai pas encore vérifié. Il y a des consommateurs qui estiment que leur voix n'est pas assez portée par vous, vous qui êtes président de cette association, la voix du consommateur, la voix des consommateurs. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant qu'on vous a dit que c'est plutôt la surfacturation, pardon, que la hausse de la facture qui sera prise en compte. Et l'autre point des mesures aussi, est-ce que vous êtes satisfait? Bon, je vais dire, notre voix ne porte peut-être pas assez. C'est possible que les gens perçoivent ça comme ça. Mais la démarche que nous adoptons depuis un certain temps, ce n'est plus forcément battre le macadam, mais c'est aller beaucoup plus dans la démarche de la négociation. D'ailleurs, c'est l'une des armes ultimes que nous avons, négocier. Nous sommes des interfaces entre le consommateur et le professionnel ou l'État. Et donc, c'est quand nous avons fini d'épuiser les ressources de la négociation que nous disons, bon, il faut faire le bras de fer. Et je pense que quand vous avez demandé quelque chose et que de ce que vous avez demandé, on vous donne un peu, il faut commencer par témoigner de gratitude. Je crois que ça doit être le geste le plus simple que tout le monde devrait adopter. Ça doit être la logique. Parce que vous imaginez, vous demandez de l'argent à papa le matin, il n'a rien donné, et bien vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas du tout content. Mais quand il donne au moins un peu, bon, vous ronchonnez un peu, mais vous vous dites, bon, c'est mieux, ça me permet de faire quelque chose en attendant que je continue de négocier pour avoir le reste. Par rapport aux autres mesures qui ont été prises, vous savez, ça aurait été très bien si les 114 milliards de façon, sur le plan pécuniaire, pouvaient circuler. Ça aurait été très bien si les 100 milliards... Vous voulez qu'on les mette directement à disposition des bénéficiaires, des populations? En tout cas, qu'on injecte ça dans le tissu économique pour que ça puisse faire relancer. Parce que l'objectif de ces mesures, sur le plan financier, c'est de relancer aussi l'économie. Donc, il y a par exemple 100 milliards qui seraient prévus au niveau des banques et des systèmes financiers décentralisés.
qui devrait être injecté aussi, puisque c'est pour les porteurs de projets, c'est pour les entreprises, booster leurs activités. Donc, en principe, si c'est injecté, j'imagine que ça devrait pouvoir huiler les différents secteurs d'activité et que chaque agent économique que nous sommes en tant que consommateurs, cela devrait pouvoir nous impacter un peu. Lorsque vous prenez les artisans, c'est des gens qui aujourd'hui sont en réelle difficulté. Parce qu'il y a très peu de marchés ou d'activités qu'on leur confie. Donc, ça devrait pouvoir les soulager, que chacun ait au moins 20 000. C'est mieux que rien. Le personnel des administrations privées qui devrait en bénéficier, ça, c'était un gros problème pour nous. Parce qu'il y a des gens qui s'étaient plaints en disant on risque de ne pas recevoir les 70% de salaire brut que l'État avait payé parce que nos patrons, parfois, quand ça tombe, eh ben, ça sert à autre chose. Et nous avons formulé cette doléance aussi auprès du ministère des Finances, du DGAE, pour dire ça, c'est une préoccupation importante. Il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui garantisse que le personnel reçoive effectivement les ressources. Et je crois qu'à ce propos, il disait même que on va s'assurer qu'il y ait une traçabilité dans l'atterrissement des fonds qui devraient parvenir à ces gens-là. Donc, globalement, il y a quelques secteurs qui seraient bien impactés. Les secteurs hôteliers, les secteurs des artisans. Bon, c'est quand on regarde le nombre, on aurait souhaité qu'il y ait plus que ça. Bon, l'État vous dira peut-être que c'est les ressources dont il dispose à l'instant. Et je crois que globalement, ça nous interpelle tous. C'est l'occasion de réfléchir pour nous dire, est-ce que si l'État avait plus, l'État n'aurait pas donné plus? Donc chacun doit entrer dans sa conscience pour se dire, qu'est-ce que je fais pour que l'État puisse avoir plus de ressources? Et la question s'adresse davantage encore à nos dirigeants, parce que c'est eux qui conduisent la politique économique du pays. Vous voulez qu'on crée encore d'autres taxes à part ce qui est déjà là? Est-ce que vous voulez? Non, trop de taxes, ça tue l'économie. Je crois que les taxes, on en a suffisamment. Trop de taxes, ça tue l'économie. Je crois plutôt que la démarche serait de mobiliser toutes les forces économiques et financières de notre pays pour que les gens aient encore confiance en ce pays, que les gens investissent. C'est important. Vous avez également plaidé le cas de ces usagers qui utilisent les moyens de transport en commun pour se déplacer d'un endroit A à un endroit B, par exemple, qui connaissent également une hausse du tarif des transports. Oui, c'est Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau ou c'est prévu déjà? C'est effectif et le DGAE s'est engagé. Il s'est engagé pour qu'il y ait une rencontre entre l'État et les transporteurs parce qu'ils ont bénéficié quand même d'un certain nombre d'avantages. Et relativement à cela, ils devraient pouvoir en tenir compte dans la fixation des coûts des transports. Mais au-delà, la situation de la crise, de la pandémie, nous devrions tous apprendre à partager les charges. Quand vous observez la façon dont ils ont fixé les prix, c'est un peu pour dire, vous payez pour votre voisin qui n'est pas là. De 5 500, on parle à 10 500, de 7 500, on passe à 15 000 pratiquement. Or, ils savent que c'est une situation spéciale, particulière. Donc, ils devraient se dire, bon, peut-être cette place qui n'a pas été occupée, le consommateur prend la moitié en charge, et moi, en tant que transporteur, je prends aussi la moitié. Est-ce que ce n'est pas votre trop grand silence ou votre propension à plutôt négocier qui fait que chacun fait ce qu'il veut, finalement? On aurait bien souhaité ne pas avoir à être trop silencieux. Mais vous savez, une réalité qu'on dit souvent aux consommateurs que tout le monde banalise. Vous imaginez, on a sorti le magazine du consommateur, Consomag. On a sorti ça en version numérique. Il y a tellement d'informations dedans et de ressources pour que le consommateur à son niveau
puissent agir et qu'ensemble, collégialement, nous puissions avoir des impacts. Mais nous avons demandé aux gens de nous aider pour imprimer ce joujou-là. Personne. Et c'est là où, excusez-moi, je voudrais dire à toutes les autorités, à tous les cadres de ce pays, pour dire ce que font les associations de consommateurs sont indispensables pour le développement du pays. Nous ne sommes pas des opposants à un régime, nous sommes partisans, nous n'avons aucun parti politique. Et donc, nous défendons tout le monde, du plus petit consommateur jusqu'au premier des consommateurs qui est le chef de l'État. Et lorsqu'on se retrouve en position de simple citoyen, c'est là qu'on se rend compte de l'efficacité d'une association de consommateurs. Il y a plein de gens qu'on a qu'est-ce qui explique ce désintéressement du consumérisme chez nous? Non, en fait, c'est que nous avons appris à un moment donné à devenir indifférents à tout ce qui se passe à côté de nous. Nous n'avons pas pitié de notre prochain. Observez bien, lorsqu'il s'agit de fêtes, lorsqu'il s'agit de cérémonies ruineuses, nous sommes prêts à cotiser. Mais lorsque l'enfant d'un voisin a besoin de frais de scolarité, lorsque les gens sont malades, très peu de gens sont prêts à débourser. Donc il y a très peu de chevaliers aujourd'hui prêts à porter secours aux autres. Très peu. Et donc personne ne se dit, et aussi les gens se disent, bon, ils ont des ressources auprès de l'État. Je dis toujours, si nous avons des ressources auprès de l'État, nous le disons face aux autorités, mais que les autorités viennent dire combien nous donnent. Combien l'État nous donne? Il y a ceux également qui pensent que vous faites plus votre combat personnel que le combat des consommateurs. On a vu quand même des présidents de consommateurs qui très facilement ont pu glisser de l'autre côté. Je n'aime pas juger les gens, mais je dis, lorsque vous avez une cause commune, l'intelligence devrait nous apprendre à nous dire, même si les gens doivent avoir des intérêts dedans, défendons cette cause. Après, s'il y a des comptes à régler avec les gens, on va les régler. Mais c'est la cause qu'il faut défendre d'abord. Et vous allez me permettre de saluer le chef de l'État pour le remercier pour ces mesures qui ont été prises. Nous avons encore beaucoup d'attentes. Et Monsieur le Président de la République, nous aurions bien souhaité que ces attentes aussi soient étudiées avec toute votre bonne volonté. Mais de façon particulière, les associations de consommateurs, on n'a pas les ressources pour faire du travail. À des moments donnés, aussi bien les PTF, les partenaires techniques et financiers, toutes les institutions de l'État, quand elles ont besoin de nous, elles nous invitent pour venir contribuer lorsqu'on a vraiment besoin de nous. Mais dans le même temps, il n'y a aucun mécanisme à l'heure actuelle qui permette de nous financer. Ce que nous faisons, c'est une partie du travail de l'État. Et nous avons des problèmes de ressources pour les charges locatives, nous avons des problèmes de personnel. Imaginez-vous, en principe, chaque mois, nous devons sortir un comparatif des produits. Nous avons sorti un comparatif, par exemple, pour les services bancaires. C'est dans notre magazine. Mais il faudra suffisamment démocratiser ça. Il faudra vulgariser ça au maximum. Un officier de police de l'armée a vu tout de suite et il a comparé à ce qu'on lui prélève sur son compte bancaire en termes, par exemple, de relevés, de frais de tenue de compte. Il a vu une démarcation de près de 1400 francs qu'on lui prélève de façon indue. Et il dit, vous êtes sûr que c'est vrai? J'ai dit, mais c'est des données confirmées, c'est des données des conditions de banque. Donc allez réclamer. Donc, nous faisons notre travail. Mais si les consommateurs ne nous soutiennent pas, si l'État ne nous donne pas les moyens, nous serons très limités. J'espère que nous souhaitons tous les résultats et que nous allons pouvoir y arriver. Vous êtes entendu, Robin à Crombessy, merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Vous étiez d'ailleurs en conférence de presse hier, accompagné de Ernest Gbagidi, de Santé et Suivi du consommateur. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Les consommateurs en vous sera reconnaissant. Merci à vous. Merci, c'est moi. Merci à vous, monsieur Crombessy. Très bonne journée. On va continuer de parler des mesures sociales du gouvernement, également pour soutenir l'économie, de ce plan de soutien à l'économie nationale, quel impact sur le secteur privé. Et dans notre rubrique économie, Clément Tchadé reçoit Clovis Agossou, trésorier général adjoint du Conseil national du patronat du Bénin. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires.
Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Nous allons ce matin dans le secteur privé voir et apprécier donc le plan de soutien du gouvernement aux entreprises avec le Conseil national du patronat. Et vous êtes avec nous dans cette rubrique économique. Les Tchadé, bonjour. Bonjour Christian Kokwada, déjà bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Oui, et Christian, pour atténuer les impacts socio-économiques du coronavirus, le gouvernement a sorti, comme vous l'avez rappelé, un plan de soutien aux différents secteurs touchés par la pandémie. Ceci avec plus de 114 milliards de francs CFA dans cette panoplie de mesures sociales qui visent à relancer les activités économiques. Le secteur privé obtient le plus grand lot, si je peux l'affirmer, avec à la clé 63 milliards de francs CFA. Question, quel pourrait être l'impact de cet appui sur la vie des entreprises? Et pour en parler ce matin, notre invité, Clovis Agossou, à ne pas confondre avec Clotaire Agossou qui est son frère, est notre invité. Merci d'être venu sur Radio Matin. Merci, c'est journaliste. Bonjour Christian. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le trésorier général adjoint du Conseil national du patronat, CNP et Bénin, et 63 milliards de francs CFA pour le secteur à vous, le secteur privé à lui seul. Et certains pensent même déjà que le secteur privé est privilégié. Et les patrons d'entreprises ont accueilli. Comment ont-ils accueilli cette nouvelle? Oh, merci beaucoup, c'est journaliste. Vous savez, en posant la question, vous avez souri. Un enfant qui est à la maison, qui entend que papa amène un cadeau, qui lui, c'est 24 décembre, et dès que la voiture, la moto de papa se gare, vous imaginez sa joie. Donc, c'est ça, telle joie qui nous anime. C'est bien accueilli. Et nous profitons pour remercier le gouvernement et en l'occurrence son chef, que vous savez bien, qui est un des nôtres. Ce n'est plus à démontrer. On n'y croyait pas. Et on l'attendait et c'est arrivé. On l'a accueilli à bras ouverts et on est très content pour le gouvernement et son chef. Quand vous dites que l'enfant attendait à la maison et que son papa lui a apporter quelque chose, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est à propos des mesures. On n'avait pas voulu, quand on s'était réveillé le 1er janvier 2020, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui s'appelle Covid, qui allait venir mettre tout le monde KO. Mais nous avons un chef de gouvernement qui a pensé à la chose, qui n'a pas voulu faire comme tout le monde, mais qui, déjà, vient de faire, proposer. Avec nous, on a fait des batailles, c'est vrai, fait des propositions concrètes qui
dans quelques mois, vous allez sentir dans le panier des ménagères. Donc vous voulez annoncer encore d'autres surprises. Et quand on analyse un peu les pertes enregistrées dans les entreprises, l'on peut estimer que cet accompagnement ne vient que régler une petite portion des problèmes auxquels vous faites face. C'est vrai, une petite portion, mais très grande à nos yeux. Ça sort de l'ordinaire, il faut le reconnaître. Mais Antonio, il faut reconnaître ça. Ça signifie quoi? Si même ton ennemi porte un habit qui est beau, dis-lui tu es beau. D'accord? Le gouvernement fait un geste qui est beau, salutaire. C'est déjà un début. On nous a tendu la main. Il reste, on va tirer un peu la main encore plus bas. Mais on remercie le gouvernement et son geste. Ces mesures c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Vous allez voir. Le Bénin on n'a pas les DTS, on n'a pas les droits spéciaux de tirage. Ce sont nos économies, c'est nous, les acteurs économiques. C'est nous qui produisons la richesse. Le gouvernement dit, il faut les soutenir. Ça, il faut les remercier. Qu'est-ce que vous avez vécu durant cette période en tant qu'acteur économique? On a fermé. Pour préserver la vie de nos employés. On a, pour ceux qui ne pouvaient pas fermer, travaillé en effectif très réduit. Et d'ailleurs, il y a des banques où vous n'êtes pas sans savoir, il y a des malades, des gens, il y a des entreprises de presse comme la vôtre où vous êtes exposés. Il y a des entreprises de santé où ces travailleurs sont exposés. L'entreprise est exposée. Et si on vous dit, beaucoup de collègues ont fermé. Quand vous prenez les gens de voyage, prenez les gens de transport, on a fermé. Donc, ça a eu un impact très, très négatif sur l'économie béninoise. Et vous allez sentir, c'est vrai, il y avait déjà un problème par rapport à la fermeture des frontières. La masse d'argent diminuée considérablement. Qui circule diminuée considérablement. Mais avec ces mesures, ça va revenir. Ça va revenir et il y aura un travail qui sera fait. D'accord. Pour rappel, le 21 avril 2020, les organisations d'employeurs et des travailleurs ont soumis au gouvernement un mémorandum. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que c'est ce mémorandum qui a été étudié par le gouvernement et le gouvernement donc a répondu à vos demandes? Tout à fait. Le gouvernement, à notre écoute, on n'était pas les seuls. On était ensemble, on a soumis. Le gouvernement, c'est un début. Le gouvernement, pas de mesures de série, pas de série de mesures, mais des décisions pour nous accompagner. Le 27 mai dernier, le 10 juin dernier, vous allez voir. Donc ça continue. Donc c'est par rapport à ces demandes qu'on a eu adressées au gouvernement que le gouvernement fait ses actions. D'accord. Et Christian, on se rappelle, on avait évidemment reçu ici un représentant des employeurs qui nous avait parlé donc même de ce mémorandum. Mais quand on voit un peu les mesures que le gouvernement a sorties et on fait la comparaison, c'est tout comme si tout ce que vous avez demandé n'est pas totalement réglé. C'est vrai, tout n'est pas réglé. Mais ce qui est réglé, pour le moment, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je viens de vous le dire, on continue la lutte. Nous sommes des syndicats d'employeurs. On continue la lutte. Mais quand on veut quelque chose, on ne va pas avec la force. Déjà, le gouvernement vient de nous montrer sa bonne foi, sa volonté d'accompagner vraiment nous, les acteurs économiques, nous qui produisons la richesse. Donc, c'est déjà un pas géant fait par le gouvernement. Pour ça, nous les remercions. Je l'annonçais, ce qui nous intéresse beaucoup ce matin, c'est d'analyser un peu les impacts de cette mesure sur la vie des entreprises et que vous représentez. Est-ce que déjà, avec cet appui financier, les activités peuvent déjà reprendre quand on voit parfois, par exemple, avec le tourisme, les frontières ne sont pas encore toutes ouvertes et autres secteurs encore qui n'ont pas encore démarré. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment vous comptez reprendre avec les activités? Bien sûr, on dit qui vit d'espoir ne meurt jamais. On vient d'avoir un espoir.
Donc ça nous permet de dire l'avenir n'est pas sombre. Vous allez voir, vous allez sentir. Dès que je sais que j'aurai un accompagnement de l'État et qu'on continue l'édition avec le gouvernement pour voir la mise en œuvre pratique, de ces mesures, vous allez sentir. Je sais que je serai accompagné à hauteur de 100 millions. Mais si dans ma caisse, j'avais déjà 30 millions, je vais le dépenser. Donc ça va donner d'espoir aux chefs d'entreprise. Vous allez voir, l'investissement va reprendre, l'investissement privé va reprendre. On dit, bon, le gouvernement nous accompagne. Donc on n'est plus seul à assumer ces risques. On ne sera plus seul devant cette pandémie. Donc vous allez voir, ça va reprendre. Et puis, vous allez sentir dans vos poches. On a vu beaucoup d'appréciations, mais d'autres acteurs aussi qui sont montés au créneau. C'est vrai que vous n'êtes pas acteur politique, vous êtes plus économique. Et certains ont pensé que c'est peut-être parce qu'on est proche de 2021 et que c'est pour des raisons politiques. Est-ce que au niveau du Conseil national du patronat, on voit l'accompagnement de cette manière aussi? Pas du tout. Covid-19 n'a pas attendu 2021 pour arriver. Covid-19 ne connaît pas 2021. Ne connaît pas le calendrier politique ou électoral dont vous parlez. Mais c'est arrivé. Monsieur le journaliste, même si je me soutient dans votre cas, et que c'est le cas... C'est pas le cas ne m'appartient pas, je parle de certaines opinions. D'accord, je me situe du côté de ces gens qui donnent ces opinions. Qui refusent de gagner 20 millions. C'est sa chance, c'est la chance du gouvernement d'apporter, on ne peut pas refuser ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est une crise. Il faut des solutions fortes pour affronter les crises. À l'étape actuelle, quelle sera la suite et quelles sont les perspectives au niveau du Conseil national du patronat? Merci beaucoup. Les perspectives, c'est de voir avec le gouvernement la mise en place d'une commission tripartite et pour voir la mise en place. Elle est composée de quoi? De qui et qui? De quel acteur? De nous. Oui, patronat. Des travailleurs et du gouvernement. C'est ça. Pour voir la mise en œuvre pratique de ces mesures. Et surtout que le fonctionnariat des Béninois ne vient pas entacher une fois encore ces efforts que le gouvernement par son chef, vient de mettre sur la table. Vous voulez dire par là qu'il y a un travail qui se fait encore et qui se fera encore pour mettre en pratique de façon effective ces mesures? Bien sûr. Le gouvernement de l'Aie a dit voilà ce que je mets sur la table. Maintenant, mettons ça en œuvre pour que le chef d'entreprise sent ça dans son budget, c'est ça, dans sa poche. Que le travailleur sent dans sa poche. Ça, il faut des documents. Ça, il faut des actions pratiques. On va le faire. On va le faire qu'avec les fonctionnaires. Donc, cette étape, on va le faire ensemble. Où en êtes-vous dans cette dynamique? Ça va être peut-être votre mot de la fin. Où en êtes-vous dans cette action, dans cette recommandation de mise en place d'un comité tripartite? Où est-ce que vous en êtes? Quand est-ce que le Béninois ou le chef d'entreprise touché par la pandémie pourrait avoir accès aux sous que le gouvernement a mis? Vous savez, nous avons un président concret. Nous avons un président très concret. Je n'ai pas à vous démontrer cela. Au patronat, notre président par intérim actuel, M. S.H. Kotigan, l'a dit lors de la conférence de presse. Les négociations sont très poussées. Le patronat, la chambre de commerce, les organisations patronales sont ensemble et c'est très poussé. On va vous inviter là, et vous allez sentir, dans les jours à venir, vous allez sentir dans la poche des chefs d'entreprise et des travailleurs la mise en œuvre de ces mesures. Monsieur Clovis Agossou, je rappelle que vous êtes le trésorier général adjoint du Conseil national du patronat du Bénin CNP et Bénin. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous parliez à l'instant
des impacts des mesures d'accompagnement du gouvernement sur les entreprises du Bénin. Christian Adadéjan, ce serait tout pour ce mercredi matin. Je vous dirais merci Clément Tchadé, merci également à vous Clovis Agossou, très bonne journée du mercredi. Mesdames et messieurs, vous restez en place dans un instant, ce sera la revue de presse avec Assoumo Kenya Siongon qui a lu pour nous la presse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le décès du député de la 8e législature, Alidou Demolé Moko, et l'Assemblée nationale font encore ce jour le gros titre de quelques parutions comme le matinal, la Fraternité et bien d'autres. Le matinal relève qu'à l'Assemblée nationale où le défunt prenait part au débat, c'est le branle-bas. Non seulement les locaux ont été désinfectés le lundi 15 juin, mais chaque député doit subir les tests. Le journal de notre époque confirme alors que députés et personnels parlementaires sont testés. Pour Fraternité, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, n'a pas attendu la confirmation des raisons du décès du député Alidou Demolé Moko avant de prendre ses responsabilités, étant donné que les médias parlent de la Covid-19 comme cause de cette disparition. Il a décidé d'imposer le dépistage systématique à ses collègues députés, aux usagers du palais des gouverneurs, siège de l'institution, qu'au personnel civil et militaire. Mieux, tous les locaux du palais des gouverneurs ont subi une désinfection dans la journée de ce mardi 16 juin 2020. Nouvelle expression note aussi que depuis lundi, les locaux du Parlement ont été désinfectés par des spécialistes dépêchés pour la circonstance. Mieux, les députés ont été soumis mardi à un dépistage systématique à leur arrivée à l'hémicycle. Le meilleur enchéri écrit que le président du Parlement, Vlavonou, corse les mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus. L'événement précis, Vlavonou soumet tout le Parlement au dépistage et corse les mesures. Le challenge de faire observer que Vlavonou lance la grosse artillerie contre la Covid-19 à l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, informe le journal de notre époque, il y a plus de 500 cas enregistrés au Bénin, ce que confirment les 4 vérités sous le titre. Le Bénin franchit la barre des 500 cas avec 9 décès. En écrivant « Respecter les règles barrières ou périr », le quotidien Fraternité souligne que le Parlement est sur le qui-vive. Le titre de député ne confère pas une immunité à la Covid-19. Le mal n'épargne aucune catégorie. La mort du député Alidou Demolé Moko ébranle désormais les certitudes. La pandémie sème la panique à l'hémicycle. Le départ prématuré de l'élu de la première circonscription électorale est un cas école. Les incrédules peuvent rouvrir les yeux sans convaincre. Le coronavirus tue. Nul besoin d'en toucher un mot à l'oreille des parlementaires. La 8e législature est tristement au devant de l'actualité. Le président Louis Vlavonou et ses pairs ont pris la mesure des choses. Le dépistage systématique est obligatoire pour tout usager du palais des gouverneurs. Bénin Intelligent note que l'Assemblée nationale prend garde au moment où le Bénin est au-delà des 500 cas positifs et en croix Matin Libre. Les résultats sont attendus dans 48 heures. En tout cas, ajoute le journal, on a tout fait de crier victoire. La nation estime que le niveau de progression actuel de la pandémie interpelle la conscience de chaque Béninois, appelé au respect sans faille des gestes barrières. Le journal de conclure que c'est le sacrifice à consentir par les populations pour booster la pandémie hors du territoire national. Pour l'opinion aujourd'hui, le pic est à craindre si l'on n'y prend pas garde. La nation d'appeler laconiquement à la vigilance. Mais alors, renseigne Libération, le gouvernement exige le port systématique du masque. Dans la suite, c'est aujourd'hui que la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification. Dans ce cadre, Fraternité réalise une interview avec Dr Bio Runiki. Selon ce journal, c'est une menace préoccupante dans certaines localités du Septentrion et du Zou au Bénin. Bio Runiki, docteur en géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace et journaliste, explique la situation. Il met l'accent sur l'éducation des communautés pour expliquer que la sensibilisation nécessaire via les médias communautaires permettra de diminuer l'impact des croyances traditionnelles qui n'influencent pas toujours positivement les différentes précautions à prendre
par la population pour se prémunir un tant soit peu des conséquences du changement climatique. Dans les pêle-mêle, la presse du jour rapporte que le gouvernement enclenche les opérations de libération de la berge maritime de Togbin. Le journal Les 4 Vérités informe que la Maison des médias lance la deuxième compilation de 10 dossiers d'enquête journalistique. Merci d'avoir été là. Nous vous disons également merci d'avoir été là pendant qu'il sonne 8h55. C'est la fin de votre matinale Actu Matin. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 7h avec beaucoup d'autres informations à partager avec vous. Prenez donc le rendez-vous de votre matinale Actu Matin et surtout prenez soin de vous. N'oubliez pas de garder le sourire. Au revoir.